Bismillah. Sylvie commençait enfin à comprendre l'incapacité de Tom de s'engager, de faire confiance à autrui et à lui-même. Né dans une famille violente, séparé dès l'enfance de la personne dont il dépendait le plus, que pouvait-il attendre de bon des autres? Il comprenait aussi sa réticence concernant le bébé. Sans doute craignait-il de ne pas être le meilleur père qui soit. Il fallait lui laisser le temps de se reconstruire. Certes, le chemin risquait d'être ardu, mais le plus long voyage commence par un premier pas. Et ce pas, ils venaient de l'accomplir ensemble ce soir. Lorsqu'elle revint dans la chambre, Tom, occupé à téléphoner au sujet des stands forains, lui fit un signe de la main sans interrompre sa conversation. Sylvie s'installa sur le lit, juste devant lui, de sorte qu'il voit le papier couleur crème, celui-là même qu'elle avait utilisé pour lui écrire cette fameuse lettre. Puis elle décapuchonna son stylo et son sac en guise d'écritoire. Elle entreprit d'écrire la seconde lettre la plus difficile de sa vie. Eh bien, vous avez vite fait, dit-il, comme elle glissait la feuille soigneusement pliée en quatre dans une enveloppe. Oui, certaines choses sont beaucoup moins redoutables lorsqu'on les aborde pour de vrai. J'ai juste invité papa et son compagnon à nous rejoindre aux festivités de dimanche. Auront-ils le temps de venir? Je vais renvoyer la lettre par avion prioritaire demain matin, à la première heure. Je m'en charge, si vous le voulez bien. Vous avez déjà beaucoup à faire. Merci, dit-elle en lui tendant l'enveloppe. Il jeta la lettre un regard distrait. Je viens de demander à un menuisier de construire des stands pour le chapiteau. Il sera là demain matin pour qu'on en discute. Eh bien, vous ne perdez pas de temps. Il reste la question du musée de la vapeur. Je présume que vous préférez vous en charger toute seule. Je vais leur téléphoner tout de suite. D'accord, je vous laisse alors. Et levant la lettre pour lui signifier qu'il s'en occupait, il sortit. Sylvie fut quelque peu interloquée par la manière abrupte avec laquelle il mettait fin à une soirée aussi chargée d'émotions. Peut-être avait-il besoin de prendre l'air. Elle composa le numéro de Laura et lui soumit son projet. En un quart d'heure, tout était réglé. Laura, qui connaissait tout le monde, lui réserva le parc pour la journée de dimanche jusqu'à 14 heures. La cérémonie à l'église était fixée en début d'après-midi. Quant au chapiteau, il serait prêt en début de soirée. Tom s'adossa au chambranle de la porte et relâcha son souffle. Voilà, tout s'arrangeait pour elle. En ce moment même, elle était en train de faire part de son enthousiasme à Jérémie. Mieux valait les laisser organiser leur grand jour tout seuls. Il resterait bien sûr, mais uniquement pour l'aider dans la mesure où elle le désirait. En revanche, le jour J, il s'en irait. Il n'avait nulle envie de voir Jérémie et Laïa réclamer sa fiancée. Il serra la lettre dans sa main. Au moins l'avait-il convaincu de se rapprocher de son père. Oh, Gina, comme elle est belle! Au cours de sa carrière dans l'événementiel, Sylvie avait rarement vu robe aussi élégante. De coupe simple et évasée, elle était bordée de satin lavande et ornée de broderies délicates. Gina avait également dessiné une splendide veste longue sur laquelle ce motif était répété. Des ornementations de perles capturaient la lumière et scintillaient comme mille petits soleils. En fait, de voile, elle avait commandé une tiare russe à l'un des joailliers les plus réputés de Londres. Quel dommage que ce soit un mariage factif, soupira Gina. J'aurais tant aimé vous voir au bras d'un bel hidalgo, comme, tiens, pourquoi pas Tom McFarlane? Moi aussi, enfin je veux dire, je parle du mariage, pas de l'homme. Taratata, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire, Sylvie. C'était écrit sur votre visage. Il est le père de votre enfant, n'est-ce pas? En désespoir de cause, Sylvie leva les mains en un geste éloquent. Je m'en doutais, répondit Gina. Les hommes sont des imbéciles. Oh, pas plus que nous, remarqua la jeune femme en ôtant la belle veste. Il aurait été malvenu de dire du mal de Tom. Sans lui, elle n'aurait jamais pu boucler les préparatifs à temps. Il l'avait aidé pour tout. C'était lui qui avait acheté les guirlandes de lumière colorées, lui qui en avait supervisé l'installation de manière à en magnifier l'effet, lui aussi qui avait trouvé de vieilles voitures de manège et les avait bricolées de sorte qu'on puisse s'y asseoir. Et tous les soirs, il s'était tenu à sa disposition pour discuter des problèmes qu'elle avait rencontrés dans la journée et pour lui offrir des suggestions. Elle appréciait beaucoup son esprit de synthèse et sa manière d'aller droit au fond des choses. Mais il y avait un sujet qu'il persistait à éluder.
Le plus important, à croire qu'il était tellement prisonnier de son passé qu'il avait purement et simplement gommé cette question. Cela ne pouvait pas durer, elle devait agir. Tom, attablé dans la cuisine, leva les yeux comme Sylvie entrait. Porteuse d'un objet volumineux enveloppé dans du papier de soie. Qu'est-ce que c'est? La robe? Oui, j'ai tenu à l'emporter avec moi au cas où. Ou quoi? Au cas où la voiture de Gina tombe en panne ou un incendie frappe son atelier, que sais-je? Croyez-moi, pour avoir longtemps travaillé dans ce domaine, je peux vous dire. Je vous crois. En fait, je m'inquiète un peu au sujet des locomobiles. Je sais que Laura s'en occupe, mais ne devrait-on pas... Ne vous faites pas de soucis. Il nous reste encore toute une matinée pour régler le problème. Je vais monter ce paquet dans ma chambre. Après quoi, je souhaiterais que nous parlions un peu, Tom. Est-ce que cela peut attendre? J'aurais voulu vous montrer le chapiteau. Je croyais qu'il était terminé. Seulement maintenant, j'ai une surprise. Pour vous. Venez, invita-t-il en lui prenant la main. Ils restèrent un instant immobiles, les doigts emmêlés. Puis, s'éveillant comme d'un rêve, Tom l'entraîna vers le jardin. Il marchait en cadence, main dans la main, dans le crépuscule qui découpait la gigantesque ombre du chapiteau, dans lequel les exposants devaient présenter leurs produits. Attendez, je voudrais vous montrer ce que cela donne en grand. Il brancha le générateur. Aussitôt le chapiteau s'illumina d'une myriade d'ampoules blanches accrochées aux montants et aux fatières. À l'intérieur, une lumière douce mettait en valeur le parquet poli. Des rubans multicolores serpentaient autour des montants. Sur le sol, des ballons se balançaient doucement au vent. Au bord du chapiteau, des étals aux couleurs gaies étaient garnis de bonbons, de gâteaux et diverses bouchées gourmandes. La machine à barbe à papa avait été livrée. Il y avait même un orgue de barbarie. Un orgue de barbarie. Sylvie s'approcha de l'instrument, les yeux brillants de plaisir. Tom, mais c'est merveilleux, la touche finale parfaite. Elle appuyait sur un bouton et, comme par magie, une musique de valse résonna dans la nuit. Me ferez-vous l'honneur de cette danse, mademoiselle Smith? Sans lui laisser le temps de protester, il enlaça sa taille et l'entraîna sur le parquet. Elle éclata de rire et se laissa emporter ravie et frissonnante. Mais bientôt la musique ralentit et s'arrêta. Tom prolongea un instant leur étreinte avant de s'écarter. C'est tout, murmura-t-il en se détournant. Rentrez, Sylvie, il me faudra un moment pour tout ranger. Je vous laisse les lumières pour que vous ne vous perdiez pas dans le noir. Il marqua une légère pause avant d'ajouter. Prenez soin de vous, Sylvie. Merci. Ils restèrent un instant immobiles, puis, s'arrachant à cette contemplation silencieuse, elle regagna la maison. Arrivée dans le hall, elle promena un regard distrait autour d'elle, sur les guirlandes roses qui ornaient les murs, les tables entourées de chaises dorées, recouvertes des diverses tenues pour le spectacle du lendemain, des tailleurs, des robes de voyage de noces et de lune de miel, des costumes de garçons et de demoiselles d'honneur, des smokings. Il y avait même des kilts. Les portes, grandes ouvertes, donnaient sur la salle de bal où devait se tenir un défilé. Elle pénétra dans le petit salon, transformé pour l'occasion en caverne d'Ali Baba. Partout, de discrets bouquets de violettes embaumaient l'air. En un temps record, tout avait été réuni pour une fête parfaite. Elle aurait dû se réjouir, être fière d'elle, et pourtant... Elle poussa avec lassitude la porte de la bibliothèque et se figea immédiatement. La pièce n'était pas vide, comme s'y était attendu. Un homme venait de se lever d'un fauteuil, son père. Il était toujours aussi beau, malgré ses tempes légèrement dégarnies et son embonpoint naissant. Elle se jeta dans ses bras avant de prendre sa main et de la poser sur son ventre. « Tu vas être grand-père, papa. »« Je sais, je l'ai lu dans Célébrité. Quand j'ai vu la photo, j'ai cru un instant que tu allais épouser cette espèce de... » Il marqua une pause avant de reprendre. « Jérémie Elier, je pensais que tu t'étais remise avec lui. » Il n'est pas le père, c'est Tom. Il savait que tu m'attendais, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il m'a demandé de rentrer avant lui. Le vieil homme opina. Il voulait nous laisser un moment ensemble, seul à seul, ma petite fille, soupira-t-il en prenant son visage dans ses mains. J'avais fini par abandonner tout espoir, tu sais. Lorsque j'ai vu que tu ne me contactais pas, malgré le bébé, j'ai pensé que je t'avais perdu pour de bon. Oh, papa, je suis désolé. Chut. Tu es ma petite fille, Sylvie. Comment pourrais-je t'en vouloir de quoi que ce soit? Il la serra dans une étreinte pleine de tendresse.
Michael est-il venu avec toi? Oui, nous séjournons à Melchester, il sera là demain. Je te remercie 1000 fois de l'avoir invité, c'est très généreux de ta part. Vous vous aimez, fait partie de vos vies. Et Tom, fait-il partie de ta vie? Je ne sais pas, j'aimerais beaucoup, mais je ne pense pas qu'il en ait envie. Comment le sais-tu? Lui en as-tu parlé? Sylvie secoua la tête en silence. Il faudrait que tu en discutes avec lui, ma chérie. Nous verrons cela demain, veux-tu? Quelques heures plus tard, après qu'elle eut reconduit son père à sa voiture, Sylvie se mit en devoir de chercher Tom. Cette discussion au sujet du bébé ne pouvait plus tarder. Dans la cuisine, Madame Kennedy était occupée à confectionner un sandwich. Monsieur MacFarlane m'a demandé de vous préparer un petit quelque chose. Oh, mais j'ai déjà pris une soupe. Il y a des heures, vous avez eu de la visite? Oui, mon père est venu. Je l'ai invité au gala. Il espère vous y rencontrer. Ah, c'est bien. Je suis heureuse de vous voir réconciliés, sourit la vieille dame. Moi aussi. Savez-vous où est Tom? Je n'en ai aucune idée, répondit-elle en s'essuyant les mains. Ah si, il s'est absenté il y a quelques heures et m'a prié de vous dire qu'il vous avait laissé quelque chose dans votre chambre. Quand vous a-t-il dit cela? Il y a quelques heures, c'était juste avant d'éteindre les lumières du chapiteau. Sylvie consulta sa montre. Il était parti 2 ou 3 heures plus tôt. Saisie d'un frisson, elle se précipita dans l'escalier et ouvrit d'un coup sec la porte de sa chambre. Au milieu du lit trônait l'antique ours en peluche qu'il avait admiré dans le grenier. Elle prit le jouet et le pressa contre son visage dans l'espoir de retrouver quelque chose du parfum de Tom. Levant les yeux, elle remarqua alors la lettre qu'il avait placée sous l'ours en peluche. En proie à un mauvais pressentiment, elle l'ouvrit avec un empressement fébrile. « Ma très chère Sylvie, demain sera votre grand jour. J'ai décidé de m'absenter quelque temps pour m'investir dans un nouveau projet, plus audacieux, plus concret. En conséquence, je suis revenu sur mon idée de centre de conférence. Longbourn Court est une demeure familiale et doit le rester. Dans cette optique, j'ai pris les dispositions nécessaires pour que monsieur et madame Kennedy puissent rester dans leur cottage jusqu'à la fin de leur jour. J'ai également demandé à madame Kennedy de veiller à ce que tous les vêtements conservés dans le grenier soient légués au musée de Melchester. Tout autre bien de valeur rangé dans les coffres sera donné au club des rubans roses en vue d'une vente de charité. L'ours, toutefois, vous revient en tant que bien familial que vous pourrez transmettre à votre bébé. Enfin, je désire vous assurer de ma discrétion. Ce qui s'est passé entre nous restera un souvenir merveilleux, à jamais ancré dans notre intimité. Je vous laisse au bon soin de votre père, heureux de vous savoir enfin réunis. J'espère que le soleil vous sourira demain et vous souhaite une longue et heureuse vie, aux côtés de Jérémie. Bien à vous, Tom. Sylvie relut la lettre plusieurs fois sans y rien comprendre. Que voulait-il dire tout ceci? Tom partait. Mais elle l'avait vu en début de soirée, il ne lui avait absolument pas fait part de cette intention. Et pourquoi parlait-il de Jérémie? Elle parcourut une dernière fois la lettre, puis retourna dans la cuisine. Madame Kennedy, Tom a-t-il pris des dispositions pour votre cottage? Loué soit-il, mademoiselle Sylvie, il nous l'a donné en pensant que Lady Annika n'aurait pas agi différemment si elle avait eu la chance de vivre. En proie à un vertige, la jeune femme s'assit. Il leur avait légué le cottage, et tout cela parce qu'elle lui avait dit que... Et les vêtements, vous devez les donner au musée? Je crois qu'il s'est entretenu avec les responsables hier à ce sujet. Il nous a demandé de vous dire que si quelque objet vous tenait à cœur, vous pouviez le garder. Elle secoua lentement la tête. Non. Il avait planifié tout ceci sans rien lui dire. Elle relut encore une fois le dernier paragraphe. J'espère que le soleil vous sourira demain et vous souhaite une longue et heureuse vie aux côtés de Jérémie. Jérémie. Il n'arrêtait pas de parler de lui. Il avait même évoqué cette photo de célébrité pour laquelle ils avaient posé ensemble. D'ailleurs, à ce propos, son père lui-même avait pensé que... Oh Seigneur! Non, il n'avait tout de même pas pris cette comédie de mariage au sérieux. La croyait-il capable d'épouser un autre homme alors qu'elle était enceinte de lui, alors qu'elle s'était pâmée dans ses bras lorsqu'il l'avait embrassée dans le grenier? Était-ce pour cela qu'il avait interrompu leur baiser dans la cuisine? Jésus vous assurer de ma discrétion. Pensait-il que tout à l'heure elle avait voulu lui parler pour le supplier de garder le silence? D'un geste brusque, elle saisit son portable et composa son numéro. Après quelques tonalités, une voix féminine lui proposa de laisser un message. Tom
Je vous interdis de me fuir une deuxième fois, vous entendez? Était-il trop tard? À l'heure qu'il était, il pouvait déjà se trouver dans un avion. Elle appelait les renseignements, mais comme il fallait s'y attendre, il était sur liste rouge. Que faire? Téléphoner à son bureau? Un samedi soir? Par acquis de conscience, elle composa quand même le numéro. Personne ne décrocha. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, se rendre à son appartement de Londres et demander à le voir. En enfilant en vitesse une veste et saisissant l'un des sandwichs de Madame Kennedy, elle courut jusqu'à sa voiture. C'était la première fois en 6 mois que Tom retournait à son appartement. En entrant, il eut un serrement de cœur devant la froideur impersonnelle des lieux. Elle avait fini par s'habituer au désordre chaleureux de Longbourn Court, au point qu'il s'y considérait comme chez lui. Mais cette demeure serait toujours liée au souvenir de Sylvie. Chaque pièce, chaque meuble lui rappellerait une parole, un sourire, un geste. Il jeta ses clés sur le guéridon de l'entrée et se passa la main sur le visage. La femme de ménage avait classé le courrier en mettant à part les lettres qu'elle savait importantes. La pile n'était pas haute. Sa correspondance commerciale et financière arrivait presque exclusivement au siège de son entreprise. Il examina les enveloppes d'un œil distrait avant de les laisser tomber sur la table. Les lettres glissèrent à terre alors qu'il se détournait. Une enveloppe carrée de couleur crème attira son attention. Sylvie avait utilisé exactement la même pour écrire à son père. Il la ramassa et eut un sursaut en reconnaissant son écriture. Elle lui avait écrit. Quand? L'enveloppe ne portait aucun timbre, aucun cachet postal. Elle avait dû la glisser directement dans la boîte aux lettres. Mais alors, lorsqu'elle lui avait demandé s'il avait reçu sa lettre, d'une main tremblante, elle déchira l'enveloppe et déplia la feuille de papier. Cher monsieur Macfarlane, je vous écris pour vous apprendre qu'à la suite de notre récente rencontre, j'attends un enfant pour juillet. Non, explosa-t-il. Sans même finir la lettre, il se précipita vers le téléphone et étouffa en jurant. Elle avait branché son répondeur. Sylvie, il n'y aura pas de mariage demain, vous m'entendez? Pas de mariage. N'ayant pas davantage de succès avec son portable, il répéta son message et ajouta « Je reviens tout de suite !» Puis en désespoir de cause, il téléphona au Kennedy. « Stupide, stupide machine !» jura Sylvie en tapant sur le volant. Sa voiture l'abandonnait au moment où elle en avait le plus besoin. Comme une idiote, elle avait laissé les phares allumés et la batterie s'était complètement déchargée. Il lui fallut une bonne dizaine de minutes pour rejoindre le cottage des Kennedy. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, la rassura la vieille dame. Asseyez-vous, je vais vous préparer une petite tisane. Mon mari est un match de fléchettes, mais il vous préparera votre voiture dès son retour. Je ne peux pas attendre, il faut que j'appelle un taxi. Je m'en occupe. Pendant ce temps, calmez-vous et reprenez votre souffle. » Se calmer, impossible. Elle ne pouvait même pas consulter son portable. Trop utilisé pendant toute la journée, l'appareil n'avait plus de batterie. Le taxi, promis par Madame Kennedy avant une demi-heure, n'arrivait pas. Enfin, au bout d'une heure interminable, Sylvie entendit un grondement de moteur dans l'allée. Elle se leva d'un banc, saisit son sac en vitesse et courut jusqu'au portail. Elle se ficha, en reconnaissant l'Aston Martin de Tom. Les bras croisés, accoudés à la portière, elle la regardait d'un air grave, menaçant. « Venez !» ordonna-t-il en lui faisant signe d'entrer dans le véhicule. Les jambes en coton, elle le rejoignit. « Tom, vous ne comprenez pas. Au contraire, j'ai tout compris. » Une bouffée de colère envahit la jeune femme. Se retournant brusquement, elle se dirigea à grands pas vers la maison. « Sylvie !» implora-t-il en la suivant. « Sylvie, je vous en supplie, écoutez-moi !» Elle s'arrêta. « N'épousez pas Jérémie Lyer. » Elle eut du mal à réprimer un sourire de soulagement. « Mais vous m'avez aidé à préparer ce mariage pendant toute une semaine. C'est vous qui m'avez donné les meilleures idées. Cet après-midi, vous m'avez même écrit une petite lettre. Alors, dites-moi ce qui vous a fait changer d'avis. Tout. Je croyais qu'il était le père du bébé. Dans ce numéro de célébrité, vous posiez ensemble. Je pensais que vous vouliez refaire votre vie avec votre ami d'enfance. Mais je vous ai écrit une lettre, Tom. Je vous ai même demandé si vous l'aviez reçue. J'ai cru que vous me parliez du courrier de règlement. Le secrétaire m'avait fait savoir que vous m'aviez retourné les 20%, alors qu'il avait toujours été dans mon intention de vous régler l'intégralité de la somme. Ah, j'ai dit à ma secrétaire de reverser l'argent à une organisation caritative, si cela peut vous consoler. Ce n'est que ce soir que j'ai pu lire cette lettre, Sylvie. Jusqu'à ce soir, je ne savais rien. Sylvie cligna des yeux.
Impossible. Je l'ai glissé dans votre boîte aux lettres moi-même 2 semaines après. Elle acheva sa phrase en désignant son ventre. J'étais en voyage, Sylvie. Je me suis absenté pendant 6 mois. Je serais rentré plus tôt si je n'avais pas vu cette maudite photo à l'aéroport. Je voulais vous revoir, comprenez-vous? Mais après cela, j'ai sauté dans le premier avion pour mettre de l'espace entre nous. Je vous croyais parti aux îles Moustiques. Comment aurais-je pu après ce qui venait de se passer entre vous et moi? Ne trouvant pas ces mots, il marqua une pause embarrassée. Je vous ai blessé, Sylvie. Je vous ai même fait pleurer. Dans ma vie, je n'ai fait pleurer que 2 femmes, vous et votre mère, murmura-t-elle. Il opina en silence. Tout ira bien, je dois partir. Toutes deux avaient prononcé cette phrase. Tom, je pleurais parce que vous m'aviez fait un cadeau incroyable avant de vous connaître. Mon cœur était glacé, vous m'avez rendu à la vie, à l'amour. Elle leva les yeux vers lui et sourit. Pendant des années, j'ai organisé des mariages parfaits sans même être capable d'embrasser quelqu'un. Sylvie, cette nuit-là, je suis revenu aussi vite que j'ai pu, mais vous étiez déjà parti. J'étais bouleversé, je pensais que vous n'aviez qu'une hâte, disparaître, que vous ne souhaitiez plus jamais me revoir. Comment aurais-je pu en vouloir? Elle le fit taire en posant un doigt sur sa bouche. Vous êtes mon soleil, Tom. Un regard de vous et je fonds. Mais ces larmes étaient des larmes de joie, et ce bébé, notre bébé, est le fruit de l'amour. C'est ma fille, ma petite fille, murmura-t-il avec un sourire empreint d'une sorte de vénération. Les yeux de Sylvie se mouillèrent de larmes. Maintenant, vous avez une famille, Tom. Ils demeurèrent un instant immobiles, dans un silence ému. Cela ne me suffit pas, Sylvie. Je vous veux pour femme. Longtemps j'ai essayé de vous oublier, de vous effacer de ma mémoire. En vain, Il s'interrompit, butant sur les mots. Dites-le, Tom. Allez. Je vous aime. Je t'aime, répéta-t-il d'un ton plus affirmé. Mais j'ai tout gâché, il est trop tard. À cause de quoi? Du mariage de demain, c'est cela? Sylvie, prononça-t-il d'une voix étranglée. C'est un mariage fictif, Tom. Une mise en scène du mariage idéal selon Sylvie Duchamp-Smith. Mais pour compléter ce scénario, il me manque juste un partenaire. Mais Jérémie n'est pas cet homme. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête de bienfaisance, nous nous sommes souris et Célébrité a fait le reste. Je suppose qu'ils ont agi ainsi pour m'inciter à révéler l'identité du père. Mais tous ces préparatifs, cette robe, ces fleurs... Cette robe n'a absolument rien à voir avec celle que j'ai portée il y a 10 ans. Je n'arrive pas à imaginer que tu me crois capable de vendre mon mariage aux médias. J'avais le sentiment que tu aurais fait n'importe quoi pour l'association caritative de ta mère. Certaines choses ne sont pas à vendre, Tom. Du coin de l'œil, elle surprit une ombre derrière les rideaux du cottage de Kennedy. Ils étaient de mèche, n'est-ce pas? Dit-elle avec un large sourire. Si tu avais branché ton portable ces 2 dernières heures, tu aurais su, toi aussi. La batterie de mon portable est en panne. Que disais-tu? Qu'il n'y aura pas de mariage. Comment cela, pas de mariage? Il lui caressa doucement la joue. Je voulais dire pas demain, mais très bientôt, j'espère. Parce que si tu crois que je ne désire pas m'occuper de cet enfant, tu te trompes lourdement. C'est vrai? Par ailleurs, moi aussi, j'aime les bons mariages. Tiens donc. Absolument, mais sans célébrité. Ils peuvent avoir leur fête de rêve demain, mais la vraie cérémonie, elle, sera pour nous, et elle durera toute la vie. Il mit un genou à terre, et sous les étoiles demanda, « Ma bien-aimée Sylvie, si je te promets de porter une veste violette assortie de tes souliers, accepteras-tu de m'épouser ?» 4 semaines après le gala du magazine Célébrité, Tom et Sylvie s'épousèrent pour de vrai. Conformément à leur désir, ils se dirent oui dans la petite église du village, devant une assemblée choisie d'amis et de proches. Aucun journaliste ne fut convié. Menée à l'église dans une locomobile rutilante, Sylvie était resplendissante au bras de son père. Pour l'occasion, Gina lui avait dessiné une toute nouvelle robe, encore plus belle que la première dont elle s'était toutefois inspirée. Sylvie avait réussi à convaincre Josie de porter une robe assortie à une petite veste mauve, et à lui faire troquer ses Doc Martens contre des souliers brodés de satin vert. Ses filleules étaient toutes adorables, dans leur petite tenue couleur lavande.
son petit filleul de 5 ans, lui, se souviendra longtemps de sa culotte de velours violet. Quelle fête! De la vie de tous, le repas fut une réussite. Les enfants eurent une indigestion de barbe à papa et Josie, à laquelle Sylvie venait de confier l'organisation des mariages, fut submergée de demandes pour des cérémonies du même genre. Mais comme Tom l'avait dit à Sylvie, ces noces étaient uniques. C'était leurs noces à eux et à eux seuls. صحتهم.